Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous voulez vous mettre à l'astrophotographie du ciel profond, éventuellement vous avez déjà un setup mais vous voulez passer à l'étape supérieure et vous vous posez la question de passer sur une caméra refroidie ou de racheter un nouvel appareil photo numérique. Enfin bref, se pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez choisir désormais. Et bien aujourd'hui je vous propose un petit peu de voir ensemble un comparatif des qualités, des forces et des faiblesses de l'un et de l'autre. Voilà, un petit épisode simple que je vais essayer de faire le plus court possible quand même, mais en même temps abordable, histoire de pouvoir faire un petit peu le point là-dessus et vous aider dans votre prise de décision. Voilà, APN ou caméra refroidie, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Commençons par le commencement. Déjà, quelles sont les questions à se poser de façon à orienter votre choix? Déjà, c'est qu'est-ce que vous voulez photographier? Est-ce que vous voulez faire exclusivement du ciel profond ou éventuellement un peu de photos planétaires? Ça peut orienter déjà votre choix si vous n'avez pas déjà, bien sûr, de caméra planétaire. Est-ce que votre instrument permet l'astrophoto? C'est quand même aussi une question à se poser, car dans certains cas, ça peut être un petit peu plus compliqué. Est-ce que j'ai besoin d'être nomade ou pas? Est-ce que je vais faire de l'astrophoto de chez moi ou pas? Ça va être plus une question, notamment au niveau des alimentations et des batteries. Quel est mon budget? Ça va être le critère le plus déterminant et éventuellement aussi un petit peu les coûts cachés, on va en parler parce qu'il peut y avoir quand même des trucs autour d'un choix ou de l'autre à ne pas oublier. Et ensuite, quelles vont être les conséquences sur ma façon de faire de l'astrophoto? Globalement, voilà, c'est un petit peu les 5 points à se poser. On va partir du principe que vous savez déjà comment on fait de l'astrophoto. Voilà, un instrument, une image au foyer, on va mettre soit une caméra, soit un appareil photo. Alors un objectif d'appareil photo fonctionne comme une lunette astronomie, c'est la même chose. Et puis sinon, sur une lunette astronomique, eh bien, on mettra donc un correcteur de champ et une bague de type, ce qu'on appelle bague T2 ou M48 vers baïonnette de votre appareil photo. J'avais sorti des épisodes sur le sujet, donc voilà, si c'est pas clair pour vous, vous avez tous les épisodes sur la chaîne. Néanmoins, si vous voulez un rappel complet, je vous propose une petite capsule qui ne sera pas diffusée sur la chaîne. Vous cliquez là et vous aurez des éléments supplémentaires pour cet épisode. Donc voilà, si tout ça c'est clair, vous savez que finalement il va vous falloir un instrument sur monture équatoriale, un correcteur de champ ou correcteur de coma, il va vous falloir un imageur, donc appareil photo ou caméra, et c'est l'objet de cet épisode, probablement un dispositif d'acquisition et d'autoguidage et un système d'alimentation. Et ça va être vraiment les clés de notre setup. Et la question à se poser, c'est finalement en fonction de mon budget, en fonction de ce que je veux photographier, en fonction des contraintes aussi, notamment de nomadisme et d'alimentation, quel est l'avantage de l'un et de l'autre. Et également en fait en fonction de la quantité de photons qu'on a envie de calculer, de capter. Si vous faites de l'astrophoto toutes les nuits, à un moment donné, il faudra sans doute se poser la question de passer sur une caméra et je vais vous expliquer pourquoi. Il existe donc sur le marché finalement, globalement, 4 grandes familles de capteurs. L'appareil photo réflexe standard, le fameux Canon EOS standard que l'on connaît tous, eh bien ça c'est un appareil photo avec miroir qui se relève pendant la prise de vue. Et il a un obturateur mécanique. Vous avez des appareils photo dits hybrides, comme les Sony A7S, et vous avez maintenant les nouvelles séries donc chez Canon aussi, donc le EOS R si je ne me trompe pas, et Nikon en fait également, mais vous avez aussi par exemple Sigma avec le FP par exemple, qui est une référence qui utilise des capteurs qu'on retrouve dans nos caméras astronomiques. Là, c'est un appareil photo où il n'y a pas de miroir qui se relève. La visualisation, la preview en fait de l'image se fait via un écran numérique. Et en fait, le capteur est à ce moment-là en mode vidéo. Et vous avez quand même un obturateur mécanique. Alors, je ne sais pas pour tous les autres, mais en tout cas sur les Sony Alpha 7, vous en avez toujours un. Les caméras pour le ciel profond. Alors, on va passer outre les capteurs dits CCD, qui sont les anciennes technologies qui ne se font plus vraiment aujourd'hui. Maintenant, on est toujours sur des capteurs de type CMOS. Ce qui va changer principalement, ça va être surtout la vitesse de lecture, mais il y a aussi d'autres choses qui changent quand même. L'électronique est radicalement différente.
Il existe des caméras refroidies, c'est le cas de celle-là, et il existe des caméras non refroidies. Certaines ont les mêmes capteurs que ces caméras refroidies, mais certaines sinon ont des plus petits capteurs qui seront plutôt adaptés à de la prise de vue planétaire ou de l'autoguidage. Donc là, ça c'est le cas de cette petite caméra là, mais ça peut être également utilisé pour faire ce qu'on appelle du lucky imaging, c'est-à-dire des poses courtes. Alors parlons quand même d'une notion qui est importante, qui est la notion de défiltrage. Vous savez que nos yeux captent la lumière par 4 types de cellules, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets correspondent à la vue noir et blanc de nuit, sont beaucoup plus sensibles, mais on n'a pas d'information de couleur. C'est pour ça que la nuit on ne voit pas les couleurs. Et les cônes, rouge, vert, bleu, en gros, nous servent à capter l'information des couleurs. Et les appareils photonumériques sont basés sur cette même réalisation. On a des photosites bleus, des photosites verts et des photosites rouges. Et en réalité, on est sur du silicium. Le silicium, en fait, capte très bien aussi la lumière infrarouge, mais pas l'œil humain. Donc, en fait, ils sont filtrés pour rééquilibrer cette sensibilité rouge, vert, bleu par rapport à celle de l'œil humain moyen. Et donc la conséquence de ça, c'est que les appareils photonumériques ne sont pas très sensibles dans le rouge parce que l'œil n'est pas très sensible dans le rouge. D'ailleurs, si vous envoyez un flash sur les yeux de quelqu'un, vous voyez les yeux rouges, ça veut dire que c'est de la lumière qui est rejetée par l'œil et qui n'est pas absorbée et captée. Donc les appareils photonumériques, que ce soit des hybrides ou des réflexes, sont naturellement peu sensibles dans le rouge, et quand on fait une modification qu'on appelle un défiltrage, on va pouvoir les rendre entre 4 et 5 fois plus sensibles, à peu près 4 fois sur les Canon, 5 fois sur les Sony, plus sensibles dans le rouge. Et c'est très intéressant parce que ça correspond à l'arrêt de l'hydrogène H-alpha, c'est la fameuse couleur rouge que l'on voit sur nos nébuleuses. Et on a le S2, le sulfure 2, qui est juste derrière, qu'on va pouvoir mieux capter également. Donc ça, c'est quand même très très intéressant, mais les appareils photo que vous allez trouver, sauf s'ils ont été déjà défiltrés par un astronome amateur par exemple, eh bien n'auront pas cette super sensibilité dans le rouge. Alors, parlons justement des appareils photonumériques, leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage déjà, c'est la facilité d'utilisation. C'est très intuitif d'utiliser un appareil photonumérique. On va régler le temps de pause. L'ouverture aura été finalement tacitement, c'est celle de l'instrument. On va régler la sensibilité ISO. On ne sait jamais toujours trop de laquelle utiliser, mais globalement, c'est pas très compliqué. Et ensuite, on va faire des pauses. Alors pour ça, on va devoir utiliser dans les accessoires, par exemple, on va devoir utiliser un déclencheur filaire comme celui-ci. Et donc ça, avec un petit verrouillage mécanique, avec l'appareil photo en mode rafale, des pauses de 30 secondes, on va accumuler la lumière. Le prix est franchement assez modéré. Globalement, on arrive à trouver des appareils photo tout à fait utilisables en astro pour 200 € environ, ce qui est vraiment pas très cher. Et donc, même pour des APS-C, déjà 200 €, c'est pas très cher. On arrive à trouver des appareils photo en plein format sur les coûts de 600 €. J'ai déjà vu un A7S à 650 €. Il n'était pas défiltré, mais 650 € pour un plein format, c'est vraiment pas cher et c'est très intéressant. Globalement, votre appareil photo, il sera opérationnel immédiatement. C'est-à-dire que finalement, bon, il faut juste qu'il se mette à la température, c'est-à-dire si on le sort de la maison, on le sort dehors, ou si vous prenez la voiture par exemple. Mais globalement, vous allez pouvoir prendre des photos tout de suite. Les accessoires, eh bien, déjà, il faut se poser la question de la consommation. Alors, la consommation d'un appareil photo numérique est relativement faible. Alors, si c'est un appareil photo réflexe, elle sera franchement très faible parce que l'écran ne sera pas alimenté en permanence. Et il n'a pas forcément besoin de vous afficher la photo quand il l'a prise, quoique généralement ils le font quand même. Pour un appareil photo de type hybride, ça consomme quand même plus. Le Sony A7S n'est pas un appareil photo qui a énormément d'autonomie. Globalement, une batterie comme ça me fait 3h30 à peu près en été, mais cette autonomie s'effondre en hiver avec la température, c'est le cas à peu près de toutes les batteries. Alors on va utiliser dans ce cas-là une fausse batterie qui va être à connecter à une batterie externe. Donc typiquement, ce genre de batterie externe, ça fera parfaitement le job. Et les pauses, on va déclencher les pauses soit en mode rafale 30 secondes avec un déclencheur filaire basique, soit un intervallomètre un peu plus élaboré sur lequel on va pouvoir programmer des pauses de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Donc là, c'est un tout petit peu plus compliqué à utiliser, mais pas très très compliqué, et ça permettra d'allonger les pauses. Ah ouais, j'oubliais quand même
un avantage à mettre au crédit d'un appareil photo numérique, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser également eh bien, quand voilà, on voyage, pour faire des photos de la famille, pour etc. On va pouvoir l'utiliser globalement en appareil photo pour la vie de tous les jours. Alors qu'une caméra, ça c'est vrai, on ne peut pas. Voilà un petit peu pour les avantages d'un appareil photo numérique. En revanche, notre appareil photo numérique a quelques inconvénients. Il n'est pas stabilisé en température. Et surtout, en été, la température diminue au fur et à mesure de la nuit. Au début de la nuit, il fait facilement une vingtaine de degrés, 20-25 degrés. À la fin de la nuit, il peut faire entre 10 et 15 degrés. On va prendre entre 10 et 15 degrés pendant la nuit. Donc la température du capteur sera beaucoup plus basse en fin de nuit qu'en début de nuit. Et ça, c'est quand même un petit peu problématique parce que votre capteur lui-même émet de la chaleur, il est alimenté électriquement, donc c'est l'effet Joule. Et le problème, c'est que cette chaleur crée des électrons qui vont être lus comme si c'était de la lumière qui venait du ciel. Et donc ça, c'est quand même assez problématique. Donc c'est pour ça qu'on fait des fichiers de dark dont on va soustraire en fait une moyenne globale de cette quantité d'électrons qui est générée par la propre température du capteur. Et donc ce fichier de dark correspond à une température donnée. Donc c'est sûr que si votre capteur est à 20 degrés ou si votre capteur est à 10 degrés, la température n'est pas la même. On a des possibilités de faire ce qu'on appelle une optimisation des darks. On utilise pour ça un fichier d'offset, qui est un fichier fait avec le temps de pause minimum qui correspond en fait globalement aux propriétés électriques du capteur. Et derrière, le logiciel arrive un petit peu à s'en dépatouiller. Mais ce n'est pas l'idéal. Donc voilà, donc ça nous obligera finalement à essayer de faire attention à la variation de la température. On a la possibilité de faire éventuellement des darks en début de nuit et des darks en fin de nuit, par exemple. Ou se faire une bibliothèque, sachant qu'on va se noter à quelle température ambiante on fait chacun des darks. Et à quelle température ambiante on fait nos prises de vue de façon à prendre le bon fichier de dark. Et donc en fait globalement on se retrouve à refaire des darks à la fin de la nuit où on met le capuchon et on laisse tourner l'appareil pendant quelques dizaines de minutes pour pouvoir faire des fichiers de dark. C'est quand même pas franchement génial. C'est une fois qu'on a rangé le matos, on a envie de ranger le matos et d'aller se coucher quand même. Donc ça, c'est un point quand même à noter qui est un petit peu gênant. Le deuxième point, on en a parlé, c'est le défiltrage. Votre appareil photo n'est pas naturellement sensible dans le rouge des nébuleuses. Ça peut se faire ultérieurement ou on peut l'acheter déjà défiltré. Certains astronomes amateurs, surtout sur des appareils photo Canon, font ce qu'on appelle un défiltrage partiel. On retire un filtre. Mais attention parce que l'appareil photo n'est plus strictement utilisable sur un objectif comme ça parce que on a décalé un petit peu la plage de mise au point et ça c'est un petit peu difficile. Voilà, c'est un petit peu touchy à gérer. C'est pas impossible, hein, on peut mettre des cales éventuellement, mais c'est pas top. Un autre point qui est quand même un petit peu gênant avec ces appareils photo numériques, c'est justement cet obturateur mécanique que vous avez à chaque fois entre chacune des poses. Sur certains appareils de type hybride, il est désactivable, mais pas toujours. Et là, le problème, c'est que la durée de vie, forcément, est limitée par le nombre de cycles de votre obturateur. Dites-vous que sur une soirée astro, vous allez faire facilement 300, 400, 500 photos. Donc ça va aller assez vite. Si votre obturateur, globalement, vous êtes limité à 50 000 cycles, alors c'est plutôt 150 000 à 500 000 cycles, hein, mais ça peut arriver que ça tombe plus tôt que ça. Bah, faites le calcul, ça va aller assez vite quand même. Et si vous voulez faire vraiment de l'imagerie en pause vraiment courte, bah là, ça va poser vraiment quelques problèmes, puisque si vous faites des pauses de 1 à 2 secondes, vous allez les multiplier forcément. Il y a aussi une autre problématique, c'est la question de l'automatisation. Alors maintenant, c'est un petit peu nouveau, c'est-à-dire l'ASIR, ce truc-là, permet de commander certains appareils photo. J'ai déjà essayé avec un appareil photo Sony, ça marche. Mais là aussi, l'automatisation des prises de vue, par exemple, commander la mise au point de façon automatique par un système externe, commander des séquences de prise de vue, etc. machin, c'est pas toujours possible. Voilà. C'est possible, mais en fait l'obturateur va prendre dans la tronche à chaque fois. Enfin, la dernière chose, c'est l'encombrement. Un appareil photo numérique, quand même, a une dimension qui est quand même un petit peu importante. Alors, c'est pas très gênant sur un objectif ou sur un télescope, mais certains télescopes, les chambres de Schmidt, vous mettez l'appareil photo par le devant. Et là, à ce moment-là, avoir un appareil photo numérique par le devant d'une chambre de Schmidt, c'est pas top. Certains l'ont fait, mais c'est quand même pas top. Parlons à présent des avantages des caméras refroidies. La première chose, bien évidemment, c'est que ces caméras sont déjà stabilisées en température, puisque vous avez deux modules Peltier,
Un module Peltier, on lui met du courant électrique, vous avez une phase chaude, une phase froide, et ça fait le job. Donc ça, c'est absolument génial parce que ça va nous permettre de stabiliser. On est capable, avec certaines caméras, de refroidir jusqu'à 35 degrés, voire même 45 degrés en dessous de la température ambiante. C'est-à-dire que même s'il fait 25 degrés en plein été pendant la nuit, vous pouvez descendre à moins 10 degrés et vos images ne seront plus voilées par ce fameux signal thermique. Donc c'est assez génial. Et puis l'autre chose, c'est que vous pouvez vous faire une bibliothèque de dark à votre température de travail, généralement c'est moins 10 degrés. Vous avez votre bibliothèque de dark et à ce moment-là, vous pouvez la reprendre d'une session sur l'autre. Ça c'est génial, c'est un gain de temps énorme, c'est un gain de place énorme aussi sur les stockages de disques durs. Le deuxième avantage, c'est que votre caméra est défiltrée d'office. Elle va donc avoir la pleine sensibilité dans le rouge des nébuleuses. Donc ça, c'est génial. On n'a pas besoin de faire cette modification qui, quand même, après coup, peut coûter jusqu'à 400 € quand même hein, sur un appareil photo numérique full frame, si jamais on fait ce qu'on appelle un refiltrage qui permet de garder la mise au point, etc. On n'a pas d'obturateur mécanique. Donc on n'a pas de vibration et on va pouvoir faire du lucky imaging comme on voudra, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accumuler les images. On est vraiment sur un mode vidéo en fait sur ces caméras-là. Donc ça aussi c'est assez génial. Le lucky imaging permet de gagner en termes de résolution, de piqué d'image de façon vraiment très intéressante. L'automatisation de la mise au point et des prises de vue sera justement facilitée. Pourquoi? Parce que ces caméras-là sont vraiment conçues pour être connectées à un ordinateur, pour être connectées à un boîtier de commande. Voilà, il y a plein de possibilités en fait. Les premières possibilités, ce sera des boîtiers de type Raspberry Pi 3. C'est un peu lent, mais ça peut marcher. Ensuite, vous avez des boîtiers de type Raspberry Pi 4. Vous allez pouvoir avoir aussi des boîtiers, voilà, Lazière, c'est un Raspberry Pi 4 dedans, techniquement, c'est à peu près ça. Et ensuite, vous avez carrément ce qu'on appelle des mini PC, véritablement. Donc ça, c'est le StellarMate X, que je vais essayer de tester bientôt, pour pouvoir vous en parler. C'est le grand concurrent, en fait, de Lazière, et c'est une interface qui permet justement de vraiment piloter la totalité d'un télescope, les moteurs de mise au point, les caméras de guidage, les montures et tout ça. Donc il y a plein de suites logicielles qui existent pour le faire, qui existent dans ces différents boîtiers, mais StellarMate est assez intéressant et mérite à être connu. Donc effectivement, l'automatisation de la mise au point, ça nécessite de faire plein d'images et de regarder en fait la taille de l'étoile, de mesurer cette taille-là et d'établir une courbe finalement en V, et de trouver du coup la position du moteur de mise au point où on a la meilleure mise au point. Et donc ça peut être automatisé et ça peut se refaire plusieurs fois pendant la nuit. C'est assez génial. Si on a un appareil photo numérique, alors on peut le faire avec un Lazière, mais à chaque fois, clac, 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 ça va faire une obturation. Et puis en plus de ça, la vitesse généralement de transfert et de lecture des boîtiers et d'appareils photo numériques n'est pas forcément aussi rapide que sur des caméras avec des connecteurs USB 3. Donc globalement, l'automatisation des prises de vue, ça fonctionnera quand même très bien avec ces caméras. On a une possibilité de faire du ROI, ça veut dire Region of Interest. Ça permet de dire finalement à la caméra, au lieu de m'envoyer la totalité de l'image, tu vas juste m'envoyer une partie centrale. Et donc ça permet de faire de la photo planétaire. Et la planète se balade un petit peu, et bien le petit cadre qui suit la planète et qui fait l'acquisition le suit. Donc ça va permettre, au lieu d'être à 2, 3, 5... 10 images par seconde, d'être à 50 voire 100 images par seconde et donc de capter d'autant plus justement la netteté de cette planète. Alors que si vous voulez photographier les planètes avec un appareil photo numérique, vous n'avez pas ce mode-là. Vous avez un mode vidéo qui va passer par une espèce de réduction de la taille de l'image et une compression MP4. Vous n'avez pas d'acquisition vidéo non compressée sur un appareil photo numérique avec une caméra comme ça. Le fait de faire une region of interest nous permet de faire des fichiers qui ne sont pas trop lourds et donc effectivement de pouvoir vraiment bien capturer les planètes. Donc si vraiment vous voulez faire à la fois du ciel profond et du planétaire, songez plutôt à ce genre de caméra. Évitez juste la 294 MC parce qu'elle ne supporte pas bien les poses très très courtes. La fiabilité du montage, on est en montage intégralement vissé. C'est très fiable, ça ne bouge pas, ça évite justement ce qu'on appelle du tilt, où on a une zone dont la mise au point est moins bonne que l'autre. Avec un appareil photo numérique, on a le dispositif de baïonnette pour l'appareil photo numérique, et il peut y avoir toujours un tout petit peu de jeu. Ça, globalement, on s'en sort bien, mais un montage intégralement vissé, c'est quand même vraiment l'idéal. Enfin, il existe des caméras monochromes, et ça peut être utile pour faire, alors pour des prises de vue solaire et lunaire, c'est génial, mais également pour faire de l'imagerie en bande étroite, donc SHO, un jour je vous en parlerai,
et ça permet globalement d'avoir une résolution spatiale excellente quand on fait ce genre d'imagerie. C'est une technique d'imagerie un petit peu compliquée. Pour un appareil photo, il est possible de ce qu'on appelle le débayériser. C'est une modification violente parce qu'on doit arracher les petites cases rouge, vert, bleu que vous aviez sur le capteur et la petite micro-lentille qui est dessus. Donc c'est une opération qui est très violente et qui peut risquer d'endommager le capteur. Et on gagne finalement pas tant que ça en sensibilité en le faisant sur un capteur d'appareil photo numérique. Mais bon, voilà, il existe des caméras monochromes et la possibilité du mode binning, c'est-à-dire de combiner des pixels adjacents sur des caméras refroidies comme ça, monochromes, ça se fait. Par contre, les inconvénients, effectivement, c'est ces ordinateurs d'acquisition. Alors, soit vous prenez un PC Windows ou Linux, mais un PC, ça consomme, il faut de la batterie. En fait, très vite, on va se retrouver carrément avec une grosse batterie 220 volts. Soit on va utiliser ces petits boîtiers. Donc, je ne vous les représente pas, hein, mais vous avez repéré un petit peu ces différents trucs. Là, on ne va pas avoir le choix parce qu'il va falloir récupérer la photo de l'appareil de la caméra. La caméra n'a pas de mémoire. L'appareil photo numérique, lui, a une carte mémoire dans laquelle il stocke les photos. Et l'autre chose qui va avec, ça va être la consommation, justement, assez importante à cause du module de refroidissement. Donc, on va se retrouver très vite à utiliser ce genre de batterie bien plus conséquente que la batterie que je vous montrais tout à l'heure. Les photosites de ces caméras sont généralement plus petits que des photosites d'appareils photo numériques. Et donc là, il va falloir être beaucoup plus exigeant sur le réglage de l'appareil photo, du correcteur, sur la qualité de l'instrument, etc., sur la qualité du suivi aussi de votre monture. On en avait parlé dans l'épisode sur le choix des caméras. Et donc je vous rappelle le truc, c'est qu'on regarde quelle est la qualité du suivi de notre instrument et de notre monture. Et en fonction de ça, on va essayer de choisir des photosites qui seront adaptés justement à ce que notre monture est capable de suivre. Ensuite, on a quand même deux autres inconvénients, c'est la durée de mise en température, c'est-à-dire qu'avant de commencer une session astrophoto, il faut considérer une petite demi-heure de mise en température, surtout sur des grosses caméras plein format, parce que là, effectivement, il peut risquer d'y avoir, il faut refroidir le capteur d'un côté et réchauffer la vitre frontale de l'autre, sinon on va avoir des effets de givre qui vont se former. Donc ça met du temps et il faut que tout ça s'équilibre en température, donc il faut bien considérer une demi-heure facilement. Après avoir branché l'alimentation, donc après avoir monté globalement le setup si vous êtes en nomade. Et enfin, l'énorme inconvénient, c'est le prix. C'est-à-dire qu'un appareil photo numérique, vous pouvez en trouver à 200 €, une caméra refroidie, une ASI 533 par exemple d'occasion, qui est une excellente caméra, vous allez la trouver à 750 €, à mon avis jamais moins. Donc ça va être beaucoup plus compliqué, c'est le gros défaut de la caméra astronomique. Le capteur est généralement assez petit, et en plus de ça, le prix est élevé. Une caméra APS-C comme la 2600, elle est à 1700 € neuve, maintenant peut-être même 2000 €. D'occasion, vous allez la trouver 1300, 1400, 1500 € facilement. Donc là, ça commence à devenir un sacré budget par rapport justement au prix d'un appareil photo numérique APS-C, que ce soit un réflexe ou un hybride. Sachant que vous devez avoir un boîtier de commande. Alors il est défiltré, l'appareil photo lui n'est pas fortement défiltré, globalement vous allez vous retrouver à peu près dans les mêmes prix. Mais il faut bien comprendre aussi et visualiser ce faux prix, quoi, enfin ce coût caché. Et puis si vous prenez une caméra plein format, bah là une caméra plein format, on est dans les 4000 €, hein. Voilà, ça commence à devenir très brutal, c'est le prix d'un appareil photo numérique neuf, quoi, haut de gamme. Voilà. J'espère du coup que ce sera un peu plus clair pour vous, c'est un peu cette matrice de choix. Je vous le dis très sincèrement, je ne regrette pas d'être passé à une caméra refroidie, c'est quand même hyper pratique, ça nous permet de faire des photos sans souffrir finalement de la chaleur en été, ça c'est quand même génial. On gagne énormément de temps à ne pas avoir les fichiers de dark à faire. Et si par exemple vous avez on a tous envie à un moment donné de commencer à automatiser son setup, et je pense à avoir le petit observatoire chez soi, voire à distance. Notez que pour faire les darks, soit il faut une roue à filtre qui va mettre un écran noir devant et avoir aucune fuite de lumière pour pouvoir faire les fichiers de dark, soit pouvoir faire une bibliothèque de dark avec un vrai capuchon et pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Donc ça, c'est quand même à l'avantage des caméras de type refroidi. Et donc effectivement, on a quand même une chose, c'est que les caméras refroidies, sans doute l'électronique est plus propre en termes de stabilité d'alimentation.
Donc on aura peut-être moins d'effet de ligne horizontale, quoi qu'on en a quand même aussi. Et on ne souffrira pas des vibrations d'un obturateur mécanique qu'on a sur un appareil photo numérique. Donc globalement, on va être quand même un petit cran au-dessus quand même en termes de qualité d'image grâce à tout ça. Mais à vous de voir si vous êtes prêt voilà, à franchir le pas de ce budget supplémentaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus court possible, pardonnez-moi, mais bon, voilà. J'aime bien vous donner des informations précises et surtout basées aussi sur cette expérience voilà, que je pratique sur le terrain. Vous le savez, vous en êtes témoin si vous êtes sur le serveur Discord. Ce que je vous dis là, c'est vraiment le résultat de mon expérience et de mon utilisation aussi en astrophoto, etc., etc. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans l'espace commentaire. Mais aussi à nous rejoindre sur le serveur Discord, pourquoi pas, de la communauté Astro. Et puis si vous entendez, voilà, si jamais vous avez vraiment besoin d'aide pour acheter une caméra, eh bien je vous mets là les 2 épisodes donc pour le choix des caméras refroidies. Si jamais vous passez par mes liens commissionnés, je vous en remercierai d'avance, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Restez libre, bien sûr. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.